Qu'est-ce que je suis venu foutre ici encore? Jeudi matin chez Tochi à Leme, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Entraînement en kimono. Voilà, je pense qu'une fois par semaine, ça va me faire du bien de temps en temps. Pas trop, parce que ceux qui me connaissent, je fais que essentiellement du sans kimono, mais depuis peu, je fais un peu de kimono pour changer un peu. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé un petit groupe de vieux avec qui on peut s'entraîner tranquille et que je peux arriver à m'exprimer un petit peu, donc c'est cool. Voilà, je vous ai filmé pas mal de techniques, pas mal de sparring comme d'habitude. Je vais vous commenter ça, j'espère que ça va vous plaire. Et puis comme d'hab, hein, commentez, likez, abonnez-vous. Et puis on est parti, let's go, Ossa! Ok, c'est parti avec la technique de Gustavin. Isso aqui foi só aquecimento, vou passar uma posiçãozinha agora, tá? Uma posição que eu faço muito, e já me salvou muitas vezes, tá? André, deita lá. Donc c'est parti, c'est au sol. Aqui, ganhou a minha guarda, tá? Ganhamos aqui. Isso aqui é a posição Et básica. c'est quand on est en demi-garde. Donc, demi-garde, quand je suis d'un côté, il faut toujours que je contrôle le bras opposé. D'accord, donc là vous avez vu, c'est sa jambe gauche qui est à l'extérieur. Donc je viens contrôler le bras qui est à l'opposé. Sauf que là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir s'inverser, mais en restant par-dessus le bras. D'accord, on ne vient pas inverser et bloquer les hanches. On vient inverser pour bloquer le bras, il attrape la ceinture. Et ici, en fait, il va tendre un piège, ou c'est pas forcément un piège, mais il va faire un mouvement qui va provoquer une réaction chez son adversaire. Donc ça va être pousser le genou avec la main droite, vous allez voir. Ah, il l'a pas fait là. Il va le faire juste après, je crois. Deixa pra lá. Depois você experimenta isso aí. Cheguei até aqui, não tem mistério. Aqui eu vou empurrar Pousser le genou pour sortir le genou. Et en fait, quand on va faire ça, naturellement, l'adversaire il va vouloir récupérer le genou, donc soit avec ses jambes, soit il va vouloir utiliser sa main gauche pour le faire. Voilà, pour pousser le genou et le remettre dedans. Du coup, il va exposer son bras. Et je vais pouvoir venir chercher une kimura. Aqui ele vai segurar no pano. Même s'il attrape son kimono, je vais pouvoir venir l'arracher assez facilement. Parce que j'ai deux bras contre un bras, même tout mon corps, vous avez vu, on part un peu en arrière. Et tout de suite, on vient plaquer le bras au sol. Et en serrant bien les coudes. Le secret d'avoir un bon contrôle en kimura, c'est de serrer les coudes ici. Là, pour qui, en fait, très souvent, l'adversaire, quand il est en danger comme ça, il veut que vous passiez sa garde, sa demi-garde. Donc là, pour l'empêcher, parce qu'en fait, quand vous avez passé la garde, il est beaucoup plus libre de bouger, de mouvement, donc le bras, il va peut-être pouvoir défendre. Du coup, là, vous allez fermer la demi-garde pour pouvoir rester en demi-garde, monter le bras le plus possible. Et en général, l'une des défenses ici, l'une des réactions que l'adversaire va vouloir faire, c'est de tourner le bras pour essayer de le retirer. Et là, on va lui faire une clé de bras inversée. Donc on inverse ici en passant bien proche du nez, comme je disais, d'enlever le bouchon qui est sur le nez. Je pousse le genou, il vient pousser, ça provoque que son bras arrive, il se rapproche de moi. J'attrape la kimura, je mets son bras au sol, je monte le bras, il essaye de défendre en tournant le bras et je fais une clé de bras inversée. Muito bom, excelente. Tira o bico do joelho dele. Ele vai pular isso. Ele tá salientando. Agora ele vai pular, vai fazer mais. Vai tirar. Aí, muito bom. Faz ele igual a
Fechou o triângulo na perna. Fechei. Aí é o mais importante. O cara que é muito malandro, ele te dá passagem. Aí você fecha o olho e passa. Porra, meu irmão. Com kimono vai ser uma briga do cacete. Muito bom, Messias. Muito bom. Aí, não joga daqui. Não joga daqui pra cá, não. Joga pra cá. Meu Deus, você tá passando, né? Faz um movimento mais curto. Deixa ele virar. Vai. Isso aí, aí você quebra. Não fiz chorar, bota a perna do corpo dele. Aqui, é. É que eu tô com medo que ele segura a perna, segura... Tá, não tem problema, se você fechou o triângulo, a perna tá morta. Por isso que o triângulo é tão importante, esse triângulo na perna. Quando eu estouro aqui, ó. Quando eu estouro aqui, eu boto aqui, ó. E ó, automaticamente eu fecho aqui. Segura a perna lá. Não tem como, tipo, quando às vezes eu não passo perto da perna dele, ele consegue segurar. Não tem problema, segura. Na minha, não faço isso aqui. Não vai segurar na faixa, aqui, na calça dele, segura na calça. Aí você estoura e joga pra cá. E fecha esse triângulo. E vai esticando ele pra cá, ó. Porra, aqui tá bom. É só fazer assim. Eu vou dar demais esse movimento aqui que você tá fazendo. Eu acho muito... Vai ter brilha. Eu, talvez. O cara é muito bravo, porra, flexível. Vai, porque já vai ser aqui, ó. Parece que fica assim, fica um pouquinho equilibrado. Não tem como, aqui, ó, esse triângulo. Aí aqui, ó, já começa mais pra dentro. Vamos ver se fecha aqui, ó. Começa a jogar pra cima aqui, ó. Mas eu nem quero, eu só quero isso aqui, ó. Mas, cara, não existe certo. É só um detalhe, aí você vai. Beleza, pessoal? Quem quiser fazer uma validade? On a répété la technique, on envoie une autre. Donc là, on va revoir comment tirer pour la garde. On l'avait vu dans une vidéo précédente avec plus de détails. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Donc, pied sur la hanche, je tire et je pousse en même temps, ce qui met mon adversaire en tension. D'ici, on avait vu un triangle avec les bras, mais là, on va chercher à fermer la garde fermée. Fermer la garde. Encore une fois, j'ai un contrôle sur le bras, un contrôle sur le col. Donc là, ce qui montre, c'est que très souvent, il y en a beaucoup qui cherchent à tirer pour la garde, mais qui font aucune réaction, rien. C'est juste ils tirent. Et d'ailleurs, il parle qu'une fois, Rona, à l'ancienne, avait combattu en JJB. Et quelqu'un l'avait tiré comme ça pour la garde. Et facilement, il avait pris la montée. Le petit détail en plus qu'on avait vu, c'était le pied doit être sur la hanche du côté où on attrape la manche, donc le bras. Je tire, je pousse aussi avec les bras pour que ce ne soit pas agréable pour mon adversaire. E ele tem que fazer careta quando eu entro com o meu pé. Du côté où j'ai attrapé le bras, je viens mettre mon pied et c'est vraiment le talon qui vient s'enfoncer. Ça fait vraiment, quand lui il me le fait, ça fait vraiment pas du bien. Beleza? Et là on vient fermer la garde. Foi o que eu aprendi aqui nesse treino. Pô, João. Eu pulava para fazer isso. Eu fazia assim. Ah, non. Lui il dit, voilà, moi avant je faisais comme ça, je faisais un petit appel avant en sautant. Donc, bien évidemment il dit que c'est pas bon. Alors il dit, juste avant, le professeur, voilà, c'est possible de tirer pour la garde en sautant, sauf qu'on ne fait pas ça au club parce que ça peut être dangereux. Mais en compétition, on peut le faire. Muita gente erra aqui. Faz isso aqui, ó. Você dá o sinal pro cara. Et donc ce qu'il dit de venir sauter, c'est que c'est pas forcément bon. Et puis, il charrie mon ami Johnson en disant qu'il aime bien faire ça pour le ballet. Bora fazer isso aí.
On est parti pour le premier sparring avec Banani, petite banane. Du coup, j'essaie les techniques du jour. Tirer pour la garde, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude. Et puis c'est surtout tirer pour la garde et d'enchaîner derrière. Vous avez vu que mon adversaire, tout de suite, il me met un peu en galère. Bon, ça va que son niveau, son poids, j'ai de l'avantage, donc je peux revenir, je peux récupérer. Donc c'est très bien pour moi là,
pouvoir m'entraîner avec lui parce que même si je fais une erreur, c'est pas je la paye cash, mais je la vois. Donc je peux essayer de récupérer. Là, je ferme une demi-garde pour le calmer un petit peu, pour qu'il passe pas ma garde. Et en fait, là, il y a de l'espace. Il n'a pas bien fermé son coup de gauche. Du coup, je vais pouvoir rentrer mon bras droit, il me semble, sous l'aisselle. J'empêche qu'il me contrôle la tête avec son bras droit. Hop là, j'ai rentré mon bras, donc lui tout de suite pour défendre, il veut inverser. Sauf que d'ici, je viens rentrer mon crochet gauche et mon bras gauche en dessous. J'ai plus qu'à remonter, lui il peut pas revenir face à moi. Hop, je viens tout de suite attaquer le dos. Aïe aïe aïe, je suis devenu un mec du JJB. Hop, bien venir. Alors là, l'erreur c'est un peu... J'aurais dû monter mon genou beaucoup plus haut dans son dos, ce qui m'aurait facilité les choses. En même temps, on n'était pas très loin de l'extérieur du tatami, donc c'était compliqué. Et je sais plus, je crois qu'il me tenait un petit peu, mais l'idée c'était de faire ça en fait à la base. Il faut monter bien haut le genou gauche pour pouvoir le ramener. Je sais pas si je vais le faire après. Ah si, ça va là, le genou il est pas trop... Ouais. On sort un peu du cadre, mais j'essaie de prendre le dos, je sais plus si j'y arrive. Mais ouais, j'ai vu les Panames et j'ai vu qu'il y a un étranglement, l'étranglement arrière, il marchait très bien. J'essaie à tout prix de prendre le dos, là je suis pas mal et je crois que je vais le prendre. Et du coup, il y a l'étranglement classique en fait, les deux mains au col. Je l'ai vu, il est passé énormément. D'ailleurs, Merigali l'a mis à plusieurs de ses adversaires. Donc, comme j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je vais l'essayer là. Là, j'ai essayé une technique, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire de le ramener sur moi en mettant sa jambe sous pression. Donc, c'est quand même de remonter tant bien que mal. Je voulais plus être en dessous. Donc, je lui mets la pression quand même pour qu'il soit en dessous. Hop, et on vient travailler une autre situation. Donc je suis au-dessus, lui il est en dessous, j'essaie de travailler une demi-garde. Faire la position d'aujourd'hui, mais j'ai pas voulu forcément aller chercher la Kimura. Après c'est une position que j'aime beaucoup, ça en demi-garde. Là j'essaie de sortir mon genou et de prendre la position montée directement. Mais mon pied reste coincé, alors c'est encore plus embêtant avec le kimono que sans kimono. Sans kimono ça glisse, c'est plus facile. Mais là, ouais, techniquement, faut être un peu plus fin que sans kimono. Donc là, je prends le contrôle bien sous l'aisselle à droite, je mets ma tête au sol. Là, il continue de me tenir, vous avez vu. En kimono, on ne met pas de point tant que le pied il est capturé entre les jambes. Là, il a repris mon genou, donc il va falloir que je le ressorte. Donc il faut d'abord sortir le genou, puis sortir le pied. Donc j'essaie de mettre la pression, j'essaie de prendre appui avec mon pied droit. Attention que mes fesses sont bien en haut, mais normalement j'ai un bon contrôle là sur lui. Difficile pour lui de me renverser. Parce qu'en plus je suis plus lourd que lui. Vous avez vu, je tiens avec ma main droite son kimono, donc c'est dur pour lui de remonter. Donc là j'essaie de sortir ma jambe tant bien que mal, mais c'est vrai qu'avec le kimono c'est relou. C'est très embêtant même. C'est pour ça que je vais venir inverser et essayer de m'aider de ma main gauche. Voilà, en rentrant mon bras gauche à l'intérieur de ses jambes pour pouvoir les écarter et avoir plus d'espace pour sortir ma jambe gauche. Mais il m'embêtait, il m'attrapait de partout là. En plus là, si on était sans kimono, il y avait une opportunité de guillotine, là vous voyez sa tête quand elle est décollée du sol. Hop, donc bras gauche entre les jambes, j'essaie d'écarter ses jambes, mais il sait que lui, il faut qu'il se bagarre là-dessus, sinon je passe sa garde. Et il faut qu'il essaie aussi de re-rentrer son genou gauche devant ma hanche. Donc il se bagarre un peu sur tout ça là. Hop, je continue. J'essaie de mettre la pression, je sais qu'il reste pas trop de temps, il reste pas beaucoup de temps. Hop, j'essaie de libérer mon pied, vous avez vu. Hop. Là, on se retrouve en demi-garde profonde. Hop, et c'est terminé. Pessoal, uma coisinha aqui, vem cá, micro-ondas. Meu irmão, isso aqui Donc là, une petite correction. Alors, c'était pas sur notre sparring, c'est sur l'autre sparring.
où l'adversaire avait le bras complètement bloqué. Vous avez vu dans la garde fermée là. Donc ça c'est vraiment une position embêtante, encore plus en kimono. C'est compliqué de sortir le bras, alors il y a une technique comme il l'a montré, c'est de venir désenrouler le bras. Mais dès qu'on a un bras long ou autre, ça peut être une galère. Donc là il va montrer une autre possibilité, où en fait ça va faire on va dire une auto-clé de poignet à l'adversaire, où il va venir complètement de l'autre côté et il va venir mettre son poids vers l'avant. Donc là le poignet, la main de l'adversaire est complètement bloquée en fait dans le col du kimono et il n'arrive pas à sortir. Donc il le fait une fois, alors soit il arrive à finaliser, soit de toute façon l'adversaire il va relâcher la prise et il va Abraçou aqui, eu tenho que il va matar logo relâcher esse la prise. bíceps. Irmão, matar logo o bíceps. Aí eu venho aqui, ó. Donc là il va le faire sur l'autre. Só no movimento, só no movimento. Só tem essa saída. Aí se o cara... Tem alguma defesa para isso? Pra você? Cara, se tu for muito malandro e sentir que vai pegar a mão de vaca, você vai soltar. Aí eu vou arrancar meu braço, 0 a 0. Irmão, isso aqui é tudo... Et on est parti pour le deuxième sparring face à un ceinture marron de Jiu-Jitsu. Donc encore une fois, c'est pas des compétiteurs, ou alors c'est des compétiteurs, c'est en Master 3, donc voilà. Mais c'est très très bien pour moi parce que même quand je fais des grosses erreurs, je peux me récupérer, ou en tout cas je ne vais pas passer les 5 dernières minutes du sparring à me faire rouler dessus, et on se retrouve dans plusieurs situations. C'est comme ça que je vais progresser en fait. Ça sert à rien de tourner avec des tueurs à gages pour qu'ils me roulent dessus pendant mes 3 sparring et que j'arrive à rien faire. Donc là je sais plus qui a tiré pour la garde, mais je pense que c'est moi parce que je veux travailler ça. Donc là il m'embêtait un petit peu avec son pied là, je sais pas ce qu'il voulait faire. Je sais pas s'il y avait vraiment quelque chose ou c'était juste m'embêter. Mais il m'embêtait pas mal et je sais pas s'il y avait vraiment une position à faire. De là, vous avez vu, il me fauche ma jambe. Donc je sais pas, j'ai essayé de trouver une position un peu plus où il n'arriverait pas à l'attraper. Enfin, à l'attraper, à la pousser. Donc là, j'ai vraiment pesé sur lui. Mes fesses, elles sont sur sa cuisse là. Donc ça, si c'est un truc qui est pas trop mal, c'est de pousser sa cuisse avec ma fesse pour pouvoir sortir mon pied. Donc là j'essaie un étranglement, bon c'est pas ma spécialité en kimono. Là il arrive à sortir, mais je me retrouve quand même au-dessus. Avec ses 2 genoux du même côté. Ce qu'il y a de bien en mettant les 2 genoux du même côté, c'est qu'en fait je peux passer d'un côté ou de l'autre, je peux passer à droite, à gauche ou en montée, ou alors voilà, il va me laisser forcément une porte de sortie. Donc je vais pouvoir l'exploiter. Sauf que là on est en kimono, ça glisse pas et c'est assez embêtant. Le kimono accroche. Ah, et il y a moins d'espace aussi. Le kimono couvre plus d'espace. Hop, j'ai réussi à passer. Ça c'est une situation que j'aime bien en combat, dans laquelle en général je m'en sors pas mal quand je me retrouve dans cette situation là. Donc j'ai passé la garde, j'ai marqué 3 points et là il arrive à me renverser. Pas de panique, même si on est en kimono et qu'il fait 40 degrés. Hop, je sors les hanches, je le remets dans la garde. J'essaie d'attraper mes 2 jambes. De là, je me retrouve dans une position pareille que j'aime bien, garde papillon. J'essaie de l'adapter au kimono. Hop. Et je viens fermer, mais je crois si j'arrive à fermer. Voilà, c'est une position que j'essaie de travailler un peu en ce moment, garde fermée. J'ai jamais travaillé ça de ma vie. Donc c'est une position que j'essaie de travailler un peu, parce que j'ai vu beaucoup de techniques ces dernières semaines dessus, donc j'ai beaucoup d'outils de travail, sauf que j'arrive pas à... Des choses que j'arrive bien à faire, mais du coup j'essaie de faire vraiment les nouvelles choses pour moi, mais j'arrive pas encore à les faire. Hop, crochet de l'arrivée extérieure, et je le mets sur le cul et je remonte. Ouais, une des premières fois où je fais ça. Pour ceux qui me connaissent,
Garde de la Riva, c'est vraiment quelque chose que je recommande pas, qui marche bien avec certains, mais que je recommande pas forcément pour le sans kimono parce qu'on expose vachement les chevilles. Mais après, si vous êtes confiant là-dessus, que vous faites un bon berimbolo, etc., ça va marcher. Mais il faut vraiment avoir de bonnes défenses de cheville, de clés de cheville, parce que ça pardonne pas. Donc là, on est un peu hors champ. On va vite revenir, il me semble. En tout cas, voilà, on se retrouve en demi-garde. J'essaie de faire mes passages pareil. Ah, il arrive encore à capturer mon pied. Donc vous avez vu, ça c'est vraiment la différence avec par exemple des gens du MMA. Tout ce qui est passage de garde comme ça, on n'a pas les frappes. Les frappes rendent quand même les choses. Alors, c'est d'autres problématiques, c'est d'autres difficultés, mais voilà, les frappes, si vous avez des bonnes frappes, on va dire que l'adversaire vous laisse plus ou moins passer, quoi. Alors que nous on n'a pas les frappes, on n'a que notre poids et notre vitesse, nos contrôles pour essayer de passer. Alors là, il essaie de me faire un buggy choke. Alors j'y croyais pas trop parce que alors, je sais pas qui a bougé la caméra. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a bougé la caméra parce que je comprends pas comment elle a bougé toute seule. J'y croyais pas trop parce que de toute façon il est pas super souple et puis je suis quand même un peu épais du haut du corps, un petit peu, ou gros alors si vous voulez. Et du coup c'était compliqué quand même de fermer le buggy choke sur moi, mais bon j'ai quand même senti un petit peu, donc je me suis méfié quand même un moment. Là j'essaye de prendre une kimura, mais il se remet à quatre pattes. Alors ce qui est bien avec le kimono, c'est qu'on peut s'essuyer la gueule pendant le sparring. Donc là encore une fois, je vais essayer de prendre le dos. Boum. Et je crois que j'y arrive. Sortir les hanches, boum. Pour avoir l'espace. Et j'arrive à rentrer mon crochet gauche. Yes. Je fais un travail de mobilité en ce moment sur les hanches. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir ça. Parce que je me sentais pas non plus dans la vie de tous les jours, ou courir ou le vélo, ça va. Mais c'est vrai que pour le sol, je me sens un peu, entre guillemets, handicapé sur certains mouvements, dont les prises de dos. Depuis que je fais 80 kg et depuis le Covid, parce que pendant le Covid, avec 3 enfants, je me suis complètement déconditionné, j'ai eu du mal à revenir après ça. Il n'y a que maintenant que je commence à revenir. Bref, et du coup, j'avais les hanches un peu rouillées, donc j'ai demandé un exercice à mon kiné, Rémi Lancou, et il m'a donné des bons exercices, et j'ai l'impression, là, sur les prises de dos, que ça a payé. On se retrouve face au boss final, le professeur Gustavon, qui passe son temps à me charrier et qui va passer, je sais pas si on va l'entendre, mais qui va me défoncer sur ce sparring là et qui va crier Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu. Voilà. Il pratique la Jiu-Jitsu et la lutte à livrer, donc ça se charrie. Dès qu'il arrive à finaliser, c'est lutte à livre, et dès qu'il arrive à mettre des points, c'est Jiu-Jitsu. Donc c'est marrant, j'aime bien, c'est cool, il met une bonne énergie, c'est un bon gars. Et puis il montre il a des techniques un peu différentes de ce que je connais d'habitude, donc c'est intéressant de m'entraîner avec lui. J'aime bien. Donc là, garde fermée, comme je dis, j'essaie de travailler les choses, mais bon, l'autre en face, il connaît un peu la garde fermée. Donc, c'est pas terrible, ça va être un cauchemar. Mais je sens que de m'entraîner en JJB, ça va m'apporter énormément sur bien comprendre les détails pour passer la garde. Parce que, il y avait un truc qu'on faisait de bien avec Flavio, c'était de s'entraîner avec des bas de kimono. Pour ceux qui sont vraiment allergiques à la veste, au kimono complet, on va dire, au pyjama complet, et c'était un truc pas mal avec Flavio. C'était de s'entraîner en bas de kimono parce que ça rend les choses plus compliquées, sachant qu'on autorisait que la personne attrape le kimono et la ceinture de lutte à livrer. Donc c'était pas mal pour travailler un peu plus en technique, en fait, les passages de garde, et pas que compter sur le fait que ça va glisser, sur notre rapidité, etc. Ça nous ralentit, en fait,
et on doit trouver des solutions techniques. Donc c'était bien joué de la part de Flavio à l'époque de faire ça, il le fait encore aujourd'hui. Mais voilà, ouais, je sens que... Alors c'est marrant, j'arrive aussi à mieux travailler la garde, la défense en tout cas. Bon là ça va pas se voir. Puis en plus il est gentil avec moi, il y a eu quelques fois il aurait pu passer la garde déjà et il l'a pas fait. Et voilà, là il a passé la garde, c'est le début de la fin. Et après je vais m'énerver parce qu'il crie Jiu-Jitsu. Et donc ouais c'est pas mal aussi pour... en fait ça nous laisse plus le temps aussi de travailler bien les mouvements. Et on doit en fait bien plus s'appliquer sur les mouvements et bien plus utiliser notre bassin encore plus que sans kimono quoi. Donc non c'est ce que disait Melki, il me disait que voilà, le sans kimono ça va apporter des choses, le kimono ça va apporter des choses et que pas que techniquement parlant, mais surtout dans le renforcement musculaire spécifique au sport de combat et la mobilité, la mobilité du bassin et le grip aussi avec le kimono, ça a aidé aussi au sans kimono, donc ça c'est intéressant. Donc voilà, moi j'écoute le professeur Melki qui d'ailleurs maintenant dans son club a tous ces créneaux sans kimono, il les a appelés lutte à livrer. Depuis qu'il est venu au club à Paris, ça l'a inspiré. Et du coup, maintenant, tous ses élèves s'entraînent avec une ceinture, parce que la plupart, ils sont gradés en lutte à livrer, en fait. Parce qu'à Manaus, la lutte à livrer est forte. Et donc, ils s'entraînent tous avec la ceinture de lutte à livrer et en lutte à livrer. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Un pas de plus... vers on va dire une reconnaissance internationale de la lutte à livrer et de montrer qu'on peut en fait la grande problématique moi de toutes ces années là c'est que la plupart des pratiquants de JJB s'entraînent en lutte à livrer mais ne le disaient jamais et puis tout était jujitsu quoi. Il faisait une guillotine, c'était jujitsu, une clé de cheville c'était jujitsu, tout était jujitsu. Mais alors qu'en vrai il l'avait appris avec des mecs de la lutte à livrer quoi. Donc c'était là en fait où c'était dérangeant pour nous quoi. Enfin ça peut l'être toujours mais aujourd'hui ça le fait beaucoup moins. On voit beaucoup plus de gens parler de lutte à livrer, beaucoup plus de gens demander à être gradés en lutte à livrer. Moi j'ai gradé les frères Miao avec mon ami Jarbeng à New York. D'ailleurs ça fait pas mal de bruit mais c'est pas grave, on s'en fout. C'était les Miao d'ailleurs qui avaient demandé à être gradés et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et du coup ils ont fait 1 an de cours particuliers avec Jarbeng pour apprendre vraiment la spécificité de la lutte à livrer. Puis on a Cyborg, on a Wagner Rocha qui ont été gradés par Gésias. Voilà, il y a Mika Galvao qui est gradé en lutte à livrer, qui est ceinture noire, etc. Donc voilà, petit à petit on avance et puis on arrive à vivre aux côtés du jiu-jitsu brésilien. Je vous raconte tout ça pendant que je me fais dérouiller et on est terminé, heureusement. Donc c'est pas des sparring de 10 minutes. Entraînement terminé, c'est parti, on va aller manger japonais. On est au Brésil, mais on va manger japonais. Je vais vous expliquer pourquoi il y a pas mal de japonais. C'est surtout à São Paulo, mais il y en a aussi pas mal à Rio. Et là, c'est un japonais à volonté. Je vais vous montrer ça. Let's go. En attendant le repas qui arrive, je vais vous faire un petit point sur l'entraînement. Obrigado. Je fais un petit point sur l'entraînement. C'était très très sympa. J'aime beaucoup m'entraîner avec eux parce que vous avez vu, c'est ambiance relâchée, c'est tranquille. On s'entraîne quand même dur. Hein. C'est à la brésilienne, on va dire. Quand ça s'entraîne, quand ça tourne, ils y vont dur, enfin ils veulent vraiment gagner. Après c'est pas un niveau super élevé, mais c'est un bon niveau pour moi pour progresser et me donner le temps de réfléchir. Si vous avez vu ma dernière vidéo où je m'entraîne en jiu-jitsu brésilien aussi, donc en kimono, vous avez vu que j'étais très statique, je bougeais pas beaucoup et j'espère avoir plus bougé dans cet épisode-là, pendant cet entraînement-là. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais du coup, l'objectif, c'est vraiment de petit à petit pouvoir m'exprimer de plus en plus
en kimono. Il y a mon maté qui est arrivé, je vais vous montrer ce que c'est. Comme un thé naturel, donc c'est au maté. Là c'est maté et maracuja. Maracuja c'est fruit de la passion, très bon, j'avais jamais goûté. On va reprendre un peu. Et donc là je me suis posé dans un japonais qui se trouve à Arpoador. Arpoador c'est la pointe entre Copacabana et Ipanema, les deux plages, les deux quartiers que tout le monde connaît normalement quand on vient à Rio. Et en fait, pourquoi il y a... Alors, à São Paulo, en fait, il y a la plus grande communauté japonaise dans le monde, après le Japon, bien évidemment, parce qu'il y a eu 2 vagues migratoires. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler là, mais en fait, l'idée, c'est... En gros, il y a eu un shogun qui a ouvert les frontières à tout le monde. Du coup, on va dire que comment on appelle ça ? C'est pas les prêtres, mais voilà, ceux qui vont évangéliser ou essayer de convaincre la population de devenir catholique, y sont allés. J'ai oublié le terme exact. Et en fait, on va dire le shogun d'après, lui, il a refermé les frontières et puis il a fait la chasse aux chrétiens, la chasse à tous ceux qui n'étaient pas, je crois, bouddhistes. Alors je ne sais pas c'était quoi la religion à l'époque dominante. Mais voilà, en tout cas, ils ont fait la chasse aux religions qui venaient de l'extérieur. Et en fait, il y a eu pas mal de Japonais qui sont partis du Japon et qui sont venus au Brésil. Et puis, il y a eu aussi à un moment une grosse demande de main-d'œuvre au niveau agriculture. Et en fait, donc, du coup, ils ont fait venir pas mal de Japonais au Brésil. Voilà, il y a eu 2 vagues migratoires. Essentiellement, et du coup il y a beaucoup eu de... Alors, je suis pas historien, hein, c'est des trucs que j'ai lus, après j'ai pas les termes exacts, je suis désolé. En tout cas, dites-vous que au Brésil, à São Paulo, qui est pas très loin de Rio, il y a une grosse part de Japonais parce qu'il y a eu de grosses vagues migratoires. Voilà, les raisons, c'est à peu près celles que je vous ai données, mais si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Ma femme est japonaise d'ailleurs, est d'origine japonaise. Son père est 100% japonais, il me semble qu'il est né au Brésil ou peut-être au Japon. Et voilà, et sa maman est brésilienne. Et voilà, et du coup, bon, après à Rio, c'est pas du tout la même qualité de japonais qu'à São Paulo, mais c'est quand même pas mal, c'est quand même mieux que 99% des japonais en France. Et puis bah, surtout, on a de la chance que voilà, et si on a très très faim, surtout après un entraînement comme celui-là, ben, on peut aller manger à volonté. Alors, je vais vous montrer ça dès que ça va arriver pour vous donner l'envie de venir me voir au Brésil. D'ailleurs, sur l'un des camps, n'hésitez pas à me contacter. Les camps en général, alors là, le prochain c'est en novembre et après c'est en février. Après, éventuellement, je peux aussi organiser un peu à la carte. Faut qu'il y ait minimum 10 personnes et je peux organiser. Donc, si vous, dans votre club, vous êtes 10 personnes à venir, vous êtes une bande de 10 copains, bah, n'hésitez pas à me contacter. Puis moi, je vous ferai découvrir Rio, aussi bien le côté sportif, le côté culturel, le côté gastronomique, et puis la fête et tout. Enfin voilà, tout ce qui va avec, tout ce que vous voulez, on essaiera d'aller le chercher. Voilà, bah, j'attends ma nourriture et puis je vous montre ça. Ça c'est pas mal ça. Donc là c'est un japonais, bon, à volonté, où c'est lui qui choisit ce que vous bouffez, ce que vous mangez plutôt. Là c'est genre de carpaccio de plusieurs poissons, avec une sauce sympa. Aqui tinha o quê? Tinha polvo? Salmão, creme cheese e camarão empanado. Ah, tá. Molho teriyaki e crisp de polvo. Ah, tá bom. Porque eu não gosto de polvo, aí eu não... Então vou avisar pra eles porque tem Tá bom. um Joey que vem com batata de polvo. Tá bom, obrigado.
fazer uma entradinha, tá? Patê de salmão com chips de gyoza. Tá bom. Com licença. Obrigado. Pâté de saumon avec des chips au gyoza. Bizarre. C'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être un petit coup de sauce. Voilà. Elle est partout. On va faire revenir au Brésil. Hein. C'est pas mal. Essa aqui é a nossa régua de joelho, tá? Brie com geleia de damasco e ovo de codorna levemente maçaricado com flor de sal e azeite trufado. Ah bon, obrigado. Oh là là, ça a l'air pas mal. Allez. Ça a l'air pas mal. Je sais pas. Il y en a un, c'est avec de la confiture. Confiture d'abricot, je crois. Il y en a, c'est à la truffe. Pas mal du tout. J'espère que ça vous plaît. Ça vous plaît, ce genre de contenu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et puis j'essaierai bien évidemment la prochaine fois de vous montrer des plats brésiliens. Parce que là, pour le coup, aujourd'hui, je suis passé devant ce restaurant-là. Je crois que j'avais déjà vu ce nom-là, quelqu'un de connu sur le réseau que je suis, qui est venu manger ici. Je me suis dit, tiens, je vais tester. Puis bah, j'en ai profité, comme il n'y a pas grand monde, il n'y a pas trop de bruit. Il est tôt en fait encore. Donc, je me suis dit, je vais vous faire cette première vidéo gastronomique. En tout cas, ça, c'est très très bon. Pas trop sucré. Parce qu'au Brésil, ils ont un peu cette tendance à beaucoup sucrer, beaucoup saler. Donc des fois, il faut leur dire de ne pas mettre de sucre. Ils en mettent quand même un peu. Ou pas mettre de sel. Ils en mettent quand même un peu. On va goûter ça pour vous là. Alors, on va goûter. Moi, j'aime bien le sucré salé. Très bon. Là, j'ai pas compris ce qui était au-dessus. Je sais que c'est, il y a de la truffe, saumon chauffé là, mi-cuit, un peu de sel. J'ai pas compris ce qui était au-dessus. J'ai l'impression que c'est du foie gras. On a un goût d'œuf. En fait, je crois que c'est de l'œuf. Alors, c'est un peu bizarre, mais c'est bon. La texture est bizarre. Você tem wasabi e gengibre, por favor? C'est pas mal, j'espère que ça vous donne faim. Là, je vais vous montrer le prochain plat. Et là, pour un titre d'exemple,
C'est à volonté. Vous avez vu, c'est quand même de la qualité. Quand même de la qualité à volonté, japonais. Et il y en a pour 28 € à peu près. Un peu moins de 28 €. Bon, avec les boissons, 30 € quoi. Avec les boissons, allez. Et donc c'est à volonté. Il y a le dessert aussi qui est à volonté. Donc c'est quand même pas mal. C'est surtout que c'est de la qualité quoi. C'est pas. Brigade. Avec un service quand même qui est bien. Elle vient à table, elle explique ce qu'on mange. Là, vous allez me dire 30 € quand même. On est au Brésil, mais en fait, vous avez des choses de meilleure qualité quand même qu'en France. Essa aqui é a nossa régua de sushi. Camarão com maionese spicy, atum com omebushi, salmão com trufa negra, salmão com trufa negra e omebushi também. Obrigado. Regardez, hop. Pas mal, hein. Et donc ouais, on est à Rio. Rio, c'est quand même une ville chère. Hein. C'est vraiment des prix européens. Mais après, la qualité, elle est quand même mieux. Ça n'a rien à voir avec la qualité, on va dire, française. Enfin, ça dépend en fait ce que vous recherchez. Si vous cherchez la haute gastronomie, ouais, en France, on est quand même pas mal. Mais si vous recherchez voilà, un truc à manger vite tous les jours, manger, je ne vais pas dire normalement, mais voilà, manger correctement, bah, à Brésil, c'est quand même, on mange bien pour moins cher quand même qu'en France, relativement. Mais ça reste des prix quand même européens. Rio, São Paulo, cette région-là, là, c'est des prix européens. Après, si vous allez dans le nord du Brésil, bah, là, ça coûte vraiment beaucoup, beaucoup moins cher. Mais en France, sauf si vous connaissez un endroit, moi je connais pas d'endroit où tu manges à 30 € avec cette qualité-là, à volonté. Quelqu'un qui vient à table te présenter la nourriture. Esse aqui é nosso mini tartar, salmão, atum, peixe branco, crisp de haru, ovo de codorna, ovas red e molho crisp. Ah bon, obrigado. Hop, parce qu'il vient me servir. Bon, je vais pas vous montrer tout ce que je vais manger, mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne envie de venir avec moi au Brésil. Et puis, n'oubliez pas, dans la description, il y a plein de cadeaux pour vous. Allez récupérer ça. Voilà, ça donne aussi un coup de main à la chaîne. Ça me donne un coup de main, ça me donne envie de vous donner encore plus de contenu. Et puis, voilà, de vous aider, de vous accompagner au quotidien dans votre pratique des sports de combat. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, mettez ça dans les commentaires. Et puis pour ma part, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, merci à tous. Ossa!